Bonjour à tous. Alors, nous entamons notre troisième table ronde de la journée sur une question qui a flotté tout au long de la journée, savoir au fond quelle action concrète, quel levier d'action va être utilisé pour transformer ce qui est de l'ordre du chiffre, ce qui est de l'ordre de l'argent dormant, en action concrète, en transformation du monde. Et pour aborder cette question, c'est la question de la valeur, avec ce double sens du mot valeur, la valeur éthique qui nous habite, qui nous éclaire, et puis la valeur financière qui donne une mesure économique aux choses. Donc pour aborder cette question complexe, donc ne nous mettons pas la pression, on va aborder le sujet et puis en dire ce qu'on peut, mais peut-être qu'on n'en fera pas le tour. Une très belle table ronde a été réunie, donc bravo aux organisateurs, avec 4 acteurs et actrices du sujet. Il se trouve qu'il y en a 2 qui ont un ancrage très régional et 2 dont la vision est plus nationale. Il y a 2 hommes et 2 femmes. Donc je trouve que c'est bien équilibré. Alors on aurait préféré qu'il y ait une femme nationale, une femme régionale et un homme... Bon, c'est pas le cas. Alors j'ai dans la disposition, je vous ai laissé vous asseoir. Et donc j'ai à ma droite, donc à votre gauche, donc des actrices de type dont le souci, le focus est national. On va voir ça ensemble tout de suite. Et vous, c'est plutôt un ancrage et un rayonnement, on va dire, régional. Mais en fait, il n'y a aucune échelle de valeur entre les deux. Mais c'est simplement une manière d'aborder les choses, de distinguer pour mieux ensuite réunir dans une même pensée. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table ronde de chacun des acteurs et actrices de la table ronde, et ensuite d'aborder des questions transversales qui nous vaudront, je suis sûr, un beau débat. Alors, je vais commencer par vous, mesdames. Peut-être Nadia Zac-Calvé, si vous voulez bien. Donc, vous êtes représentante CFDT, vous travaillez à Orange. Depuis de nombreuses années, vous êtes engagée dans Orange dans les différents conseils pour accompagner le groupe et par l'intermédiaire de votre syndicat et du travail paritaire pour la question de l'orientation des investissements, de l'épargne salariale et autres éléments dont vous allez nous parler. Donc, je vous propose de prendre un micro et de dire d'abord peut-être quel est votre métier concrètement qui vous met en contact avec cette problématique de l'éthique financière. En quelques mots, pour qu'on puisse situer votre propos. Qu'est-ce que vous faites voilà. Comment vous agissez sur ces leviers-là? Voilà, donc moi je suis effectivement représentante CFDT, donc on a des mandats, une ligne confédérale et fédérale. Alors concernant le partage de la valeur et concernant après l'épargne salariale qui va découler un petit peu de ce partage de la valeur, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc étant dans le domaine financier, comptable, donc j'ai eu une vie professionnelle. Et après, à partir de 2009, il y a eu une crise sociale assez importante au niveau d'Orange, où il a fallu redonner du sens et de la relation humaine, l'investissement, avoir effectivement ce lien avec ce que l'on fait. Et à partir de là, donc effectivement, moi, je me suis investie en utilisant un petit peu certaines compétences que j'avais dans le domaine financier pour comment je pouvais redonner un petit peu du sens à ce qui se passait au niveau du vivre collectif dans une entreprise. Donc là devient mon engagement syndical. Et à partir de là, indépendamment de certaines activités sociales, j'ai travaillé pas mal sur tout ce qui est le partage de la valeur. Mais après, derrière, au sein des entreprises, il y a le partage de la valeur. Et après, il y a l'épargne salariale, où on aide les salariés à se constituer une épargne salariale et donc
par là, essayer de redonner, comme on a des montants quand même assez importants, on gère à peu près 4 milliards d'euros, c'est une gouvernance paritaire au niveau des conseils de surveillance, excepté pour l'actionnariat salarié. Mais dans cette gouvernance paritaire, on essaie d'impulser en liaison avec les sociétés de gestion, dans la sélection des sociétés de gestion, essayer de voir comment on peut impulser, avoir des valeurs. Et donc, effectivement, je pense que on sait, depuis 2020, moi en tous les cas personnellement, depuis 2020, je m'insère dans cette problématique de label. C'est peut-être pas c'est le démarrage, j'espère, d'une évolution du capitalisme libéral qui n'a rien compris à ce qui s'est passé même depuis le Covid, et qui ne veut pas changer. Et je pense que par le biais de cette introduction de labellisation des sociétés de gestion, on impose petit à petit à ce que les entreprises intègrent ce que l'on appelle les fameux critères ESG comme une méthode stratégique aussi de gouvernement, que la RSE, ça soit pas que du green bashing, ça soit une méthode c'est comme à une époque on faisait du management par la qualité. Les certifications, ça ne servait à rien. Or, moi, je sais que j'ai utilisé aussi des certifications qualité pour faire changer des modes, des mentalités de management. Donc, je pense que la labellisation ISR, ça permet un petit peu d'abord de prendre conscience à ces sociétés de gestion. Bon, quand elles vont placer cet argent-là, bien sûr, il y a cette problématique. Oui. Il ne faut pas aller trop vite parce que nous allons en débattre. Donc, on a bien compris que votre métier, concrètement, c'est donc, dans les différentes instances, de participer à l'asset management et donc à l'usage et à la sélection, au fond, des critères d'investissement. Les termes que vous employez, c'est l'engagement actionnarial. Qu'est-ce que, si vous vouliez définir dans votre lieu propre, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme d'engagement actionnarial ? Derrière l'engagement salarial, c'est-à-dire que derrière, au moment des assemblées générales, lorsque l'on va valider le travail d'un conseil d'administration via ces fameuses résolutions, on va petit à petit peu imposer certaines orientations parce qu'ils ont besoin d'un quitus au moment des assemblées générales. Et donc, si on se positionne, si on fait du lobbying et si on arrive à travailler, on arrive à faire changer un petit peu les positions un petit peu des conseils d'administration. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, sur la rémunération des top managers et des exécutifs, ils ont une partie de leur rémunération qui est liée à la rémunération de leur performance, c'est du variable. On a essayé d'introduire petit à petit, on a poussé pour introduire des critères RSE pour qu'ils soient objectivés et qu'ils reçoivent quelque chose en fonction de ça. Donc typiquement, on avait fait un accord en 2019 sur l'égalité pro au niveau mondial, au niveau d'Orange, sur l'égalité salariale. Donc on a réussi à introduire ce critère pour objectiver les exécutifs, pour qu'ils se réfléchissent que dans les marges de manœuvre financières qu'ils auront, ils puissent effectivement consacrer des budgets pour ces aspects sociétaux. D'accord. On donne la parole, si vous voulez bien, à Aurélie Bauduin. Donc vous avez fait une carrière, donc après des études donc à Grenoble, vous avez travaillé chez Mesquert et maintenant vous êtes directrice ISR chez Malakoff Humanis depuis 2022. Donc là, on passe à l'échelle supérieure puisqu'on n'est pas sur du 4 milliards mais sur du 47 milliards peut-être de fonds. Voilà, donc on comprend bien que quand on a un tel volume, il faut à la fois le placer, il faut qu'il soit sécurisé, mais c'est, comme on l'a dit, un sacré moyen d'action dans le choix lui-même. Qu'est-ce qu'on finance et qu'est-ce qui va pouvoir profiter de cet apport. Donc, est-ce que vous parlez dans votre travail de finances éthiques, de finances durables? Comment vous vous situez par rapport à une logique qui ne serait pas que purement financière? Oui, bonjour. Alors, effectivement, mon titre exact, c'est directrice ISR. Donc, on parle d'investissement socialement responsable en termes de terminologie. On parle aussi de plus en plus de finances durables et de durabilité qu'on doit intégrer aussi bien dans les risques que dans les opportunités d'investissement.
Alors, quand on évoque le principe du partage des valeurs, ce qui est très intéressant quand on est dans un groupe qui est mutualiste et paritaire, c'est que intrinsèquement, il y a des valeurs extrêmement fortes, mutualistes, de solidarité, de dialogue social, de conditions de travail et paritaire. Donc là, tout ce qui était évoqué ce matin sur l'aspect multi-parties prenantes, eh bien, nos interlocuteurs directs, nous, on n'a pas d'actionnaires. En revanche, on a des représentants syndicaux, on a des représentants des employeurs, qui sont nos interlocuteurs directs, et puis bien sûr tous nos clients qui sont des salariés d'entreprise, que ce soit sur l'assurance de personnes, la prévoyance, la retraite complémentaire et également un peu d'épargne salariale. Et ça nous amène à devoir décliner toutes ces valeurs-là au niveau de la politique d'investissement et de le traduire sur l'investissement, sur les actifs que vous évoquiez, qui peuvent être investis aussi bien sur du côté que du non-coté, dette privée, private equity, immobilier. Alors, il me semble que vous m'avez parlé d'ADN mutualiste dans la politique d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit sous-texte ? Qu'est-ce que peut être un ADN mutualiste dans une politique d'investissement ? Ce que je trouvais très intéressant, vous l'avez évoqué, j'ai auparavant travaillé pendant plus de 15 ans dans la partie gestion d'actifs, qu'on évoquait aussi tout à l'heure et ce matin. Là, ce que je trouvais intéressant dans mon rapport d'étonnement quand j'ai intégré ce groupe, c'est cet ADN très ancré et qu'on retrouve au sein de l'activité en tant que telle, surtout les enjeux de santé, d'accompagnement des clients sur la réduction des problèmes de santé, d'absentéisme, et puis aussi en interne des règles très ambitieuses, par exemple sur l'inclusion, que ce soit la parité ou l'intégration de personnes en situation de handicap, qui sont des enjeux très forts, qui sont pris très au sérieux en interne. Pour vous donner un exemple concret, j'ai découvert en arrivant il y a 1 an chez Makoff Humanis qu'il y avait plus de 8%, je crois que 8,9% de personnes qui sont en situation de handicap. Donc on est bien au-dessus. Non seulement de la moyenne, mais même des demandes réglementaires. Et ce qui était intéressant, à mon sens, c'était de décliner tout ce qui existe en interne dans le cadre de la politique d'investissement. Et c'est pour ça que dans la politique ISR, qui est transversale, on n'a pas de l'ISR d'un côté et du non-ISR de l'autre. L'ISR est intégré sur toute la politique d'investissement des actifs du groupe. Et dans ce cadre-là, il y a 4 thématiques qui ont été privilégiées. Climat, on l'a beaucoup évoqué, biodiversité, et également parité et handicap. Et tout l'enjeu, par la suite, c'est d'identifier les leviers d'action et également les modes opératoires. On évoquait tout à l'heure la question de la bonne mesure. C'est comment on peut identifier la bonne mesure, les données qui semblent les plus pertinentes, et d'un point de vue mode opératoire, quelle est notre capacité d'influence. Et dans ce cadre-là, notre capacité d'influence, c'est aussi bien vis-à-vis des entreprises dans lesquelles on investit, mais aussi, comme on a une gestion qui est déléguée à des gérants, ces asset managers, comment on peut également sensibiliser nos gérants aux thématiques qui sont importantes pour nous. Alors je vous propose de garder la réponse en suspens. Je pose des questions pour l'instant. Et on va l'aborder juste après. Je continue le tour de table. Sébastien Bront, vous avez créé la société Angélor, qui est une société lyonnaise indépendante spécialisée en capital d'innovation, donc qui a investi jusqu'à 30 millions d'euros dans 70 jeunes entreprises innovantes et qui donne du coup qui a une surface sociale, on va dire, de 700 emplois sur avec des entreprises qui vont de 3 à 130 salariés. Voilà, avec une moyenne, en gros, on va dire, de 10 salariés. Donc vous avez créé donc la société Angélor, mais au quotidien, votre métier, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous participez à cette transformation des leviers d'action financière vers un changement concret de paradigme économique ? Merci Arnaud. Déjà, merci à la Fondation Saint-Irénée et merci au Parvis d'organiser cette journée d'échange, de partage, parce que je trouve que c'est nous permettre de progresser dans justement nos actions, puisque
nous sommes sur un chemin et il faut de la structuration de pensée. Monsieur Bonhomme peut nous y aider. Et il faut de l'entraide entre les acteurs de bonne volonté. Et donc, merci pour cette opportunité qui nous est donnée de le faire. Moi, j'ai créé Angelor il y a 15 ans. Je suis plutôt issu du social, tombé dans le monde de l'entreprise. Pendant 12 ans, j'étais dans les entreprises industrielles, familiales, internationales, avant de créer Angelor. Et depuis 15 ans, donc, je suis tombé dans la finance. Donc, je suis dans une finance très entrepreneuriale. Angelor, nous nous définissons comme des investisseurs, entrepreneurs engagés. Donc, investir, c'est notre métier. Nous investissons dans de jeunes entreprises innovantes, des startups, on appellerait ça. Nous, on préfère parler de jeunes entreprises innovantes parce qu'on veut créer les futurs PME responsables de demain. Voilà, entrepreneurs parce que c'est notre ADN. Nous avons une organisation qui réunit des chefs d'entreprise pour des entrepreneurs. Rodolphe connaît bien le réseau Entreprendre. Moi, je me suis beaucoup inspiré en fait du réseau Entreprendre, ces chefs d'entreprise qui aident bénévolement les entrepreneurs pour créer leurs entreprises. Donc nous, notre organisation, c'est d'abord des chefs d'entreprise expérimentés qui aident des entrepreneurs et engagés parce que nous sommes société à mission. Nous avons inscrit en 2021 une autre raison d'être dans les statuts qui est développer une finance au service du bien commun. Donc je ne savais pas que Monsieur Bonhomme était en train de travailler sur son document. Je suis très heureux qu'on puisse être dans cette lignée, puisque, et je reviens sur l'origine d'Angelor, où avec quelques chefs d'entreprise, notamment des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on s'était effectivement interrogé sur il y a une finance islamique, comment on peut faire une finance chrétienne? Alors, je continue la présentation. Souvent, quand il y a une présentation des acteurs, on passe un petit peu à côté en disant bon, j'écoute un élément de biographie, mais là, je vous invite à repérer que nous sommes en train de remplir notre portfolio de concepts avec engagement actionnarial, avec ADN mutualiste, et vous versez au pot de l'après-midi ce terme d'enrichissement intégral. Parce que c'est bon, voilà, une des clés de votre compréhension, de votre engagement. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot que je n'ai trouvé que sous votre plume? En fait, on a parlé tout à l'heure du risque-rendement, qui est le critère des investisseurs qui gèrent des actifs financiers. Les chefs d'entreprise, quand ils investissent à travers nos structures, et aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'attirer des institutionnels à être dans cette même philosophie. La première chose que je dis, c'est vous risquez de tout perdre. Donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque de tout perdre en investissant chez nous? Et ça permet d'avoir déjà un premier alignement de valeurs parce que bon, on est positionné sur le capital risque, donc ça porte bien son nom. Il faut savoir prendre le risque et ce détachement par rapport au rendement financier libère en fait l'engagement, et on pourra parler après de la performance puisque en fait quand on se détache d'un objectif purement financier comme voilà ce que toutes les interventions précédentes l'ont signalé, on vise autre chose en fait, et les investisseurs qui viennent chez Angelor, je pense qu'il y en a quelques-uns dans l'Assemblée, mais voilà, ils me contrediront sans doute pas. En fait, la première richesse qu'il y a dans l'investissement avec ce que nous faisons chez Angelor, c'est la richesse humaine. Et il y a un enrichissement humain qui est premier, parce que les chefs d'entreprise se retrouvent entre chefs d'entreprise. Eric, ce matin, parlait de la finance à visage humain. Nous, on veut vraiment mettre ce visage humain au cœur de la finance. Et les chefs d'entreprise sont rassemblés ensemble pour sélectionner les dossiers d'entrepreneurs. Mais avant on parle de dossiers, c'est investir avec cœur et raison. Donc, on voit les dossiers, c'est la raison. Puis, on voit le cœur, c'est les entrepreneurs.
Et donc, il y a cette interaction humaine qui crée en fait un enrichissement d'abord humain. Et du coup, ça crée de la richesse sociale, ça crée de la richesse intellectuelle, ça crée de la richesse même spirituelle, parce que je pense qu'on en arrive même sur ce niveau-là, avec des actionnaires qui sont des personnes et avec qui on interagit en tant que personne et non pas en tant qu'investisseur. Voilà. Merci. François-Xavier Scalia, vous êtes responsable du financement au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, en charge d'un compartiment de 10 millions d'euros du fonds souverain régional, qui est un fonds mixte, 49% de fonds publics et 51% de fonds privés. Alors vous, votre engagement, votre levier d'action est peut-être moins dans le choix des investissements, dans le choix thématique des investissements, mais dans le soutien à des structures économiques, des entreprises réparties sur toute une région qui a ses contrastes territoriaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, quel est votre métier, comment vous recevez la réalité économique et comment vous y portez secours? Bonjour à tous, ça fonctionne? Bonjour, ça fonctionne. Bon, merci pour cette belle et intéressante journée. Effectivement, je travaille au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes a collaboré avec la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de ce fonds souverain. Donc, ce fonds souverain, c'est un fonds d'investissement de 100 millions d'euros. Vous l'avez dit, hein, il y a 49% qui émanent du public avec la BPI, la région, et 51% de grands institutionnels privés, que sont la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole et j'en passe. Et la volonté de ce fonds, c'est vraiment d'investir dans les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner ces entreprises, soit dans leur développement, soit dans leur rebond, pour celles qui sont un peu plus en difficulté. Et donc mon rôle, et surtout celui du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes dans ce partenariat, c'est de traiter un compartiment de 10 millions d'euros, donc 10% de ces 100 millions d'euros, qui va s'adresser à des structures qui sont un peu en dessous des radars, parfois un peu oubliées, soit par méconnaissance, que ce soit des fonds d'investissement ou bien de ces sociétés, qui sont des TPE et PME, des plus petites structures qui font entre 500 000 euros de chiffre d'affaires et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui sont réparties un peu de partout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur les dernières années, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de RH, et pas mal de difficultés qui ont touché les dirigeants, qui souvent sont des dirigeants de boîtes qui vont avoir une dizaine, quinzaine, parfois 50 salariés. Le dirigeant fait un peu tout, il est DAF, il est sur le chantier, il fait un peu tout, il n'a pas forcément le temps. Et souvent, ils ont contracté des dettes, des PGE ou d'autres éléments pendant ces différentes crises et ils sont un petit peu au taquet. Ils n'ont pas forcément la capacité, soit d'aller chercher de l'argent pour essayer de rebondir parce qu'ils ont eu des difficultés, ou à l'inverse, soit d'aller chercher de l'argent parce qu'ils veulent se développer, ils veulent recruter, acheter un nouvel atelier, faire de la croissance externe. Et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient et qu'on essaye d'accompagner ces boîtes en leur disant bon, ben, il y a la possibilité d'ouvrir votre capital et qu'on intervienne à hauteur de 200 000, 500 000 ou 1 million d'euros sur une période de 5 à 7 ans pour les accompagner dans leur développement. Bon, c'est pas simple, hein, parce qu'on est sur des entreprises qui parfois sont en région, sans tomber dans les clichés. Si on prend une chaudronnerie qui est dans la famille depuis 3 ou 4 générations, ouvrir le capital, parfois ça s'apparente un peu à un échec. Donc on essaye de leur expliquer qu'il y a de vraies choses à faire, et c'est dans le cadre de ce fonds que j'évolue. Et ce fonds, du coup, est un fonds minoritaire qui met des tickets entre 500 et 1 million d'euros, qui s'adresse aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à des sociétés qui sont plutôt matures, un peu moins start-up. Et c'est donc ces 10 millions d'euros-là qu'on investit. Alors, la dimension peut-être de l'engagement éthique qui est derrière votre travail, ça serait quelque chose qui serait de l'ordre d'une redistribution financière ou une redistribution des connexions dans le monde de l'investissement, mais sur critères territorial. Voilà, comment vous associez à la fois cette question qu'on imagine assez universelle du financement avec une perception territorialisée de la réalité? Alors, on n'est pas un fonds avec un label ou d'autres étiquettes, mais juste pour commencer, ce qui est intéressant à avoir en tête, et je ne crois pas qu'on en ait parlé ce matin, mais pour moi ça a un sens assez fort, c'est qu'un investissement, c'est prendre part à une société, mais c'est sur un temps long, généralement 5 à 7 ans pour les fonds plutôt classiques. 5 ans c'est long, si on regarde en arrière, il s'est passé beaucoup de choses en 5 ans. Aujourd'hui, quand on investit dans une société,
il faut qu'on prenne en considération aussi les évolutions de la société, les évolutions sociétales, les évolutions environnementales sur les 5 prochaines années. Parce que quand on investit dans une boîte, évidemment, il y a une volonté de faire un profit, on ne va pas se mentir, mais il faut être capable de revendre cette entreprise-là et revendre notre participation dans 5 ans, que ce soit à un autre fonds, que ce soit aux dirigeants ou que ce soit à un industriel quelconque. Donc si en 5 ans, il y a une très forte évolution de la société sur ces enjeux justement environnementaux et sociaux, et que nous, dans le cadre de notre investissement, on ne le prend pas en considération et qu'on n'essaye pas de développer la qualité de vie au travail, de développer tous ces éléments environnementaux, jamais on pourra la revendre. Donc on a beau être un fonds d'investissement, on peut être un fonds d'investissement très très méchant. Si on veut faire de la rentabilité, il faut s'adapter aux évolutions de la société. Et ça, c'est très intéressant à avoir en tête parce qu'il y a un aspect de temps long qu'on ne retrouvera pas forcément côté banque. Et pour répondre à votre question, la particularité de ce fonds, c'est de s'adresser à des entreprises qui aujourd'hui sont assez peu ciblées parce que les fonds ont une course à la taille, les tickets d'investissement sont de plus en plus importants pour des raisons de rentabilité évidentes. Et nous, on est un peu tout seul, surtout sur ces schémas généralistes. Et donc, on va accompagner et essayer d'aider à se développer et à rebondir les sociétés qui sont un peu en difficulté. Et on va donc avoir un impact, et je l'espère, parce que le fonds est récent, sur de l'emploi, mais aussi sur la désertification de certaines communes, parce que parfois une boîte qui fait 15-20 millions de CA, elle nourrit toute une commune entière. Donc voilà les impacts qu'on va avoir et qu'on espère avoir sur le territoire. Merci. Alors voilà, le tour de table est fait. Je voudrais venir sur une première question donc, qui nous vient directement de Mensiram Bonham. Quand on lit le texte, évidemment, il est nourri, il donne beaucoup de critères de discernement, mais au fond, s'il fallait le prendre avec une longue vue plutôt qu'une loupe, il y a 2 types en fait d'actions, ou en tout cas de clés de discernement à avoir. C'est des investissements à exclure et puis des investissements à élire pour cause d'impact positif. Alors c'est vers vous que je me tourne. Est-ce que donc dans vos choix d'investissement, est-ce que cette double lecture exclusion élection pour impact, est-ce qu'elle fonctionne? Et puis est-ce que vous pouvez nous dire quels sont à l'intérieur de ces deux éléments les critères que vous retenez, vous, concrètement? Alors effectivement, on utilise ces différents leviers d'action qui sont complémentaires. On parlait tout à l'heure de boussole. Par exemple, pour vous donner un élément très concret, on s'est engagé au niveau de Malakoff Humanis de réduire les émissions de CO2 associées à nos investissements de 50%, moins 50% à horizon 2030. Donc on a un objectif, moins 50% d'émissions de CO2. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, scope 1, 2 et 3, donc toutes les émissions de CO2 associées aux entreprises dans lesquelles on est investi, à horizon 2030, ça arrive très vite. Derrière, quels sont les leviers d'action qu'on peut utiliser par rapport à cet objectif? Il y a celui de l'exclusion que vous évoquiez. Donc on va progressivement sortir, là de façon quand même assez rapide, du charbon, de la production de charbon. Et puis on va réduire aussi fortement notre exposition aux activités liées aux énergies fossiles non conventionnelles. Donc ça, c'est un des leviers d'action qui est à notre disposition. Et puis après, il y a un enjeu, si on prend dans l'autre sens, d'impact. Donc comment rediriger une partie des flux vers, ça peut être sur la partie dette privée, infrastructure liée à la transition énergétique, sur la partie non cotée et puis sur le côté, sur les obligations vertes. On a différents outils qui nous permettent également d'aller vers de l'impact pour favoriser cette décarbonation. Et puis après, quelque part, il y a ce que je pourrais qualifier de ventre mou, c'est-à-dire tout le reste, tous les investissements que nous réalisons, qui sont dans plein de secteurs d'activité différents. Comment identifier les entreprises qui ont mis en place une politique de décarbonation suffisante? Et ça, c'est tout un enjeu qui est aussi lié à la mesure, de pouvoir identifier, parce que là, on essaye d'avoir des signaux qui sont liés au futur. Comment les entreprises mettent en place une stratégie au sein de leur gouvernance, des objectifs associés qui vont leur permettre de réduire les émissions de CO2 au sein de leurs activités. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir l'identifier et d'avoir cet échange avec nos différents gérants pour s'assurer d'atteindre cet objectif global et quelque part macro au niveau de nos actifs, de réduire de 50% les émissions de CO2 des investissements qui sont réalisés.
Sébastien Bonte, c'est maintenant vers vous que je me tourne pour toujours avec cette question. Est-ce que cette polarisation, exclusion-élection fonctionne dans vos choix? Et à l'intérieur, quels sont les critères que vous privilégiez? Oui, alors nous, on a une politique très ciblée en fait d'investissement. Nous avons décliné notre raison d'être de la finance au service du bien commun sur 3 axes clés. Le premier, c'est 3 engagements en fait de notre part. Le premier, c'est d'investir que dans des secteurs et des innovations qui répondent à des enjeux sociétaux. Donc, on investit dans la santé, dans la transition alimentaire et dans la transition écologique. C'est pas un scoop, mais nous aimerions pouvoir monter un fonds dans le monde de l'éducation et de la formation. Et en fait, santé, alimentation, environnement, éducation sont pour moi les 4 piliers du développement intégral de l'homme. Voilà. Deuxième engagement que nous prenons, et c'est un prisme fort dans nos sélections d'entreprises qui viennent nous solliciter. On reçoit quelques 800 dossiers d'entreprises qui cherchent des financements pour faire 6-7 investissements par an. Donc il y a un gros filtre qui est fait. Le deuxième filtre, il est lié à notre deuxième engagement qui est d'accompagner les entrepreneurs. Et donc, on n'investit pas si on n'est pas membre d'un organe de gouvernance. Ça, c'est la partie un peu formelle, mais surtout si on ne pense pas en fait pouvoir apporter de la valeur ajoutée avec notre réseau d'actionnaires chefs d'entreprise sur l'aide à la structuration de l'organisation de l'entreprise, marketing, RH, production, voire international. Et dans cet axe-là, nous travaillons de plus en plus cet accompagnement humain des entrepreneurs pour devenir des dirigeants. J'ai beaucoup aimé la notion d'investiture que je retiendrai parce qu'effectivement, quand nous investissons, les entrepreneurs, ils sont 2, 3, 4, 5. Et en fait, ils passent d'entrepreneurs à dirigeants quand nous investissons. Et donc, quelque part, c'est une investiture que nous leur donnons. Et nous essayons de les accompagner à travers une démarche d'accompagnement humain parce que nous avons aussi été confrontés à des burn-out d'entrepreneurs qui ont subi des très fortes croissances et qui en ont pâti personnellement. Et donc, on met en place, par exemple, du coaching pour les entrepreneurs. Et un troisième élément qui est structurant pour nous et que nous avons inscrit aussi dans nos statuts en termes d'engagement, c'est comment on utilise les richesses financières créées, puisque aujourd'hui on génère, on parlait de performance financière tout à l'heure, nous on génère 10% de rendement moyen sur l'ensemble de nos secteurs. Et on a même un secteur où on est à 60% de rendement, à plus de 60%. Donc on crée de la richesse financière et donc dans notre engagement c'est de dire il faut que cette richesse financière puisse être partagée entre les parties prenantes en n'oubliant pas les pauvres. Et ça c'est une dimension. Alors, par exemple, dans cette dimension de partage de la valeur, est-ce que vous avez des préconisations ou vous laissez ceux qui ont fait un gain repartir avec et en espérant qu'en ayant cheminé avec vous, ils ont des éléments nouveaux pour réfléchir? Concrètement, comment vous faites? Alors, déjà, nous, à notre niveau, au niveau d'Angelor, nous reversons une partie, en fait, on est petit aujourd'hui, donc on le fait avec nos moyens, mais nous reversons une partie de nos revenus à des associations. On va faire des maraudes. On a fait des repas avec des Ukrainiens. On a fait on aide une association qui est dans du théâtre inclusif. Voilà, donc on le fait avec nos moyens. C'est des fois aussi du mécénat de compétences, mais on essaye de garder cette proximité. Et je pense que merci, Mansour Bonham, de remettre la prière au centre. Je pense qu'il y a aussi cette action avec les pauvres, parce que les pauvres sont chemin vers Dieu, et que c'est en gardant ce contact avec les pauvres que l'on peut garder la juste mesure aussi de l'argent et de son utilisation. Voilà. Après, au niveau du partage de la valeur financière avec les autres parties prenantes, nous essayons d'avoir des répartitions équilibrées entre le risque pris par les investisseurs et les entrepreneurs.
en intégrant aussi les salariés des entreprises. Chez Angelor, on est en train de mettre en place le fait que les salariés puissent accéder au capital. Eh bien, on le fait avec les participations dans lesquelles nous investissons, c'est que les salariés puissent accéder au capital des entreprises et être aussi bénéficiaires des profits générés demain. Et nous incitons les entrepreneurs devenus dirigeants à avoir le même type d'action avec leur entreprise pour que ce soit des entreprises citoyennes et donc permettre aux salariés de leurs entreprises de participer à des actions de mécénat caritatives, voire demain remettre de l'argent quand ils auront de l'argent dans un fonds de dotation pour aider des associations. Merci pour ces compléments. Je voudrais qu'on revienne sur cette question de l'engagement de valeur. Alors, il y a les questions qui sont en amont des investissements, on l'a évoqué, et puis en aval, essayer de voir quels sont les instruments que nous avons pour évaluer l'efficacité des choix qui ont été faits. Peut-être, Nadia, vous pourriez nous dire comment, vous, de votre point de vue, vous arrivez à évaluer cette efficacité, vous arrivez au fur et à mesure à ajuster vos instruments pour la poursuite de vos objectifs. Alors ça dépend dans quel domaine on va se placer. Lorsqu'on est au niveau... Donc je suis vraiment à un mandat syndical, j'interviens vraiment dans le dialogue social où on essaie de faire intervenir, de mettre en place des valeurs dans le dialogue social. Donc ça passe effectivement par les parts salariales par rapport à l'investissement où on est vraiment dans le vif du sujet avec toute la thématique ici. Concernant les valeurs, et là je reprends un petit peu, j'étais assez intéressée par l'intervention tout à l'heure du philosophe, à savoir lorsqu'on travaille, nous, au niveau... Moi, je travaille aussi sur le dialogue social international, donc lorsque je travaille pour mettre en place qu'une multinationale garantisse les droits fondamentaux de tous les salariés dans les entreprises, y compris des sous-traitants, ça fait partie des valeurs qu'on inculque et qu'on retrouvera après, au niveau de l'accord santé, au niveau de l'accord parité, au niveau de la lutte contre les discriminations, la lutte aussi contre les violences. Donc là, on a tout ce corpus de valeurs qui nous identifie, nous, en tant que CFDT. Et lorsque je suis au niveau du paritarisme et du partage de gouvernance avec l'entreprise concernant la gestion des fonds, quels sont nos instruments de mesure pour voir? D'abord, on a des conseils de surveillance qui sont, nous, assez réguliers. C'est pas une fois dans l'année. Pourquoi? Parce qu'on a des fonds dédiés. Donc, le fait d'avoir un fonds dédié, ça veut dire en fait qu'on est en relation directe avec la société de gestion. C'est pas un fonds multi-entreprise. J'ai horreur de ça à titre personnel parce que effectivement là il y a plus de relations et là c'est on sous-traite, on voit plus rien et là ça vraiment fait écho à la première partie de cette intervention de cet après-midi. Donc lorsque vous avez des fonds, donc la relation aux personnes ou en tout cas une forme de singularité de relation, c'est important pour vous? Oui, la relation, le fait d'être en contact direct avec la société de gestion qui nous rend compte, qui nous dit sur quel domaine d'activité elle positionne, sur quel pays, pourquoi elle va là, pourquoi elle va pas ici. Et voilà, on peut intervenir et dire que ça nous plaît ou voilà. Et on regarde un petit et quelquefois on discute avec eux. Comme on est un organisme paritaire, on recherche pas la performance, le rendement à deux chiffres. Quelquefois, on peut, pour des raisons de sécurité, et on l'explique aux épargnants, on va préférer d'être un petit peu moins gourmand en termes de rendement, de placement financier. On donne notre quitus parce qu'il y a un objectif de valeur que l'on veut voir affiché. Si j'ai donné le cas ce matin sur la problématique Orpea, on ne pouvait pas, nous... Alors là, c'était par exemple le cas d'un fonds, on était dans un fonds multi-entreprise, dont acte, et donc on leur a donné non, mais nous on ne voulait pas rester sur ce type d'entreprise parce qu'il y avait un problème d'éthique et qu'en tant qu'organisation syndicale et organisme paritaire, on ne voulait pas être associé à ce type de gouvernance. Donc par le biais de notre pouvoir paritaire, on arrive un petit peu à orienter un petit peu la stratégie d'investissement et les contacts que l'on a nous réguliers avec tous les trimestres, hein, c'est pas une fois l'an ou tous les trimestres avec des reportings bien établis, nous permettent
et nous permettent d'avoir ces leviers. Et il y a un levier d'action qui était très intéressant, c'est un fonds qu'on appelle Dynamisme solidaire, où là, on a véritablement, et on communique aussi aux salariés, c'est qu'on sait exactement quel projet est porté pour telle association, pour développer soit la formation, soit pour des problématiques de handicap, soit des problématiques de santé, et les salariés sont au courant un petit peu de ce qui se passe. Donc, on met un petit peu du visage humain, cet investissement dit durable et solidaire. Eh ben, la qualité de l'information et le visage humain, ça me plaît, ça me parle, comme journaliste à la Croix. Mais c'est vers vous que je me tourne maintenant, François-Xavier Scalia. Comment vous mesurez l'efficacité de votre politique d'investissement? Est-ce que c'est une problématique que vous avez? Comment vous faites? Alors, on va la mesurer de plus en plus. Là, le fonds est récent, il a 2 ans et demi, 3 ans, donc on peut déjà pas mesurer exactement... Oui, c'est vrai, en bout de 2-3 ans. Par contre, ce qui est mesurable, et c'est ça qui est important, c'est que lorsqu'on investit dans une société, on est aux côtés du dirigeant, et encore plus sur ce type de société. Je les ai très régulièrement au téléphone, et on le voit dès que, certes, il y a la performance avec les résultats, mais dès qu'il y a une embauche, dès qu'il y a un nouveau projet, de faire un investissement, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont très concrets, très mesurables, et où on commence à voir si justement l'argent qui a été injecté, puis l'accompagnement qu'on a aux côtés des dirigeants, porte ses fruits. Au-delà même de la performance, le simple fait de voir qu'en 2 ans, on est passé de 10 à 12 ou 13 salariés, c'est un résultat qui déjà est assez significatif et montre que ça a fonctionné d'une certaine manière, tout du moins dans un premier temps. Merci d'avoir répondu à cette question. Donc, sur cette mesurabilité de l'effet, en fait, non pas simplement en termes financiers, mais bien dans la démarche responsable. Je vois que l'heure a tourné. J'avais une dernière question, mais peut-être qu'elle va venir de la salle. Donc, si elle ne vient pas de la salle, je la poserai moi-même. Je vous propose de poser, pour ceux qui le veulent, à tel ou tel de nos intervenants, une question ou deux. Qui c'est qui voudrait prendre la parole? Ne vous abritez pas derrière le fait que j'ai une question en réserve. Parce que c'est ma question, c'est pas la vôtre. Oui, alors, un bras s'est levé, si vous voulez bien. Dès que je vois le mot partage de valeur, on pense immédiatement rémunération du capital versus rémunération du travail. Comment vous intégrez ça dans vos investissements? À qui vous aimeriez poser la question? Donc, d'accord, à Sébastien Bonte. D'accord. Bon, alors, François-Xavier Scalia. Je peux faire un début de réponse. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que parfois on parle d'augmentation de capital ou de levée de fonds comme ça un peu facilement, mais c'est quelque chose de long, de fastidieux, qui coûte quand même beaucoup d'argent aux dirigeants. Il y a plein d'études, d'analyses, des experts qui viennent, et c'est pas simple. Et là, de plus en plus, et je le vois de plus en plus, beaucoup de dirigeants profitent justement de cette opération qui est significative et structurante pour la société pour ouvrir le capital aux salariés, soit à tous les salariés, soit à quelques cadres clés, et ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que du coup, on fait un one-shot. Dans cette opération-là, tout le monde peut y participer. Deuxième avantage, c'est que ça permet de fidéliser les cadres clés, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quand même des sujets de recrutement qui sont très très forts. J'ai rencontré 250 boîtes en 2 ans et demi, il n'y en a pas une qui arrive à recruter, peu importe le poste. Donc là, ça permet de les fidéliser et de les garder, et surtout de les motiver en plus de ça. Et le troisième élément qui est le plus important, c'est qu'après, du coup, il y a un partage équitable de la valeur créée, dans la mesure où s'il y a un fonds, un dirigeant, des salariés, on est ce qu'on appelle très souvent, en tout cas, pari passu. Ça veut dire qu'on est traités tous de la même manière. Donc si demain il y en a un qui s'enrichit, tout le monde s'enrichit à la hauteur de l'investissement initial. Et puis après, sans rentrer dans la technique et les détails, il existe plein de mécanismes, que ce soit des attributions d'actions gratuites, que ce soit des BSPCE ou plein d'autres éléments, qui permettent aux salariés de prendre des petits points de capital sans se ruiner. Je vais quand même compléter. Et donc Nadia Sakalvé. Je complétais. Sur le partage de la valeur, il y a 3 composantes au sein d'une entreprise. D'abord, il y a la rémunération des salariés et de ceux qui... Non. Il y a la rémunération des salariés, le fruit de travail. Après, vous avez effectivement tout ce qui touche la participation, l'intéressement et donc la création de la valeur, la récompense en fait de l'implication par rapport à ça. Et enfin, vous avez un 3e levier qui est effectivement tout ce qui est l'actionnariat salarié, renforcement de l'actionnariat salarié via différentes méthodes. Et la rémunération de cette... Alors, quand on dit actionnariat salarié, c'est-à-dire que, indépendamment des actions gratuites,
On en donne très peu parce que ça coûte très cher quand même. Donc en général, c'est très limité à certaines. Et pour que ça touche un plus grand nombre, il y a tout le dispositif qui a été encouragé par la loi PAC sur les ORP et tout ça pour faciliter, puisqu'en fait, le salarié va investir dans son entreprise. Donc c'est aussi une culture d'entreprise. Donc ce sont 3 composantes qui sont très importantes. La première est la thématique que l'on a à l'heure actuelle sur le capitalisme libéral et là c'est ma casquette, fait qu'il faut effectivement trouver une articulation pour qu'il reste suffisamment d'argent au sein d'une entreprise pour qu'elle puisse se développer, qu'elle soit pérenne, qu'elle puisse répondre aux enjeux de demain, les enjeux climatiques, la transformation numérique, écologique. Enfin, et il y a aussi cette récompense via le dividende. Mais, donc il y a toute une thématique. Une palette, oui. Il y a toute une palette... plusieurs leviers qu'il faut utiliser, et sachant que, et là je rejoins un petit peu ce que dit pour conclure, à savoir que le renforcement de l'actionnariat salarié permet d'introduire au sein de la gouvernance d'une entreprise une partie prenante qui est importante, qui est le personnel qui contribue à ça. Et en ce sens-là, on est assez très proactif. Aurélie Bauduin, c'était à vous quand je vais poser ma question et puis ça permettra de conclure. Quand on regarde en fait la course séculaire du capitalisme financier, on sent bien que dans l'état actuel du monde, il faut que les choses changent. Donc vous y contribuez, vous nous l'avez expliqué. Enfin, toutes les personnes qui sont intervenues dans la journée l'ont expliqué et s'y engagent à leur mesure. S'il fallait qualifier l'Everest à escalader, ce serait lequel de votre point de vue? Alors, on l'a vu déjà, ce qui est compliqué, c'est qu'on essaye de traduire des concepts moraux, éthiques, en éléments concrets. À un moment donné, il faut décider si on investit ou pas dans l'entreprise, si on accompagne ou pas l'entreprise. Donc, il y a déjà cette déclinaison opérationnelle qui est compliquée. Et puis, pour revenir sur cette notion de bonne mesure, ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est des données qui sont encore extrêmement diversifiées. L'exemple le plus emblématique pour moi est très récent parce que je l'ai vécu cette semaine, en début de semaine. Pour vous donner quelque chose de très concret, on parle d'émissions de CO2, l'empreinte carbone. Et bien là, on était en contact avec un de nos gérants sur un fonds dédié et on comparait le fournisseur de données qu'ils avaient à disposition et notre fournisseur de données. Sur quelque chose qui semble être le plus aujourd'hui normalisé, la tonne de CO2, c'est quelque chose a priori de suffisamment scientifique normalisé pour qu'on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Eh bien, pour un même fonds, avec un taux de couverture équivalent, le rapport entre les deux informations était de 1 à 3 sur des tonnes de CO2. Et je ne parle pas encore de problématiques sociales, parfois qui sont encore plus compliquées à appréhender. Là, je parle de la tonne de CO2. En fonction des fournisseurs de données, on est encore entre 1 et 3. Pour un exemple très concret, et j'avais que 2 fournisseurs. Donc, je n'ai pas un élément statistique très, très probable aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il y a un Everest qui se fait par petits pas. Il y a un tâtonnement, il y a un cheminement important. Et que ça nécessite aussi... déjà d'être humble sur ces sujets-là et puis de se dire qu'il faut déjà utiliser la même mesure. C'est peut-être pas encore la bonne. Il y aura sûrement des biais, mais nous, notre rôle, en tout cas si je prends en tant qu'investisseur institutionnel, c'est déjà de dire aux gérants, on vous demande d'utiliser une mesure commune, parce que c'est pas parce qu'on a 10, 15 ou 20 gérants qu'on peut se permettre d'avoir 15 données différentes qui aujourd'hui ne sont pas agrégeables. Donc si on veut aller vers un parcours d'amélioration, de réduction d'émissions de CO2, d'amélioration de la parité, il faut déjà avoir un instrument de mesure identique, quels que soient les gérants, pour pouvoir exercer correctement le rôle de chef d'orchestre. Parce que l'image souvent qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est un peu un chef d'orchestre et on a un orchestre avec chacun des partitions différentes et ça devient compliqué de pouvoir mener cette musique correctement. Donc tout l'enjeu, c'est déjà de pouvoir harmoniser la donnée pour aller vers cette démarche d'amélioration avec tous les défauts qu'elle peut avoir. Je vous remercie tous les quatre pour la participation à cette table ronde. Je rends la parole donc à Jean-Baptiste Defrançu pour conclure la journée en vous disant que vous pouvez retrouver un certain nombre de ces thématiques et des informations dans le journal La Croix. Le journal La Croix a fait le choix depuis 6 mois maintenant de changer le nom de sa rubrique économique qui s'appelle Économie et transition pour justement faire cette promesse au lecteur d'évoquer les informations qui sont relatives
contributive à cette partie de l'économie qui nous tourne vers le monde à venir, un monde durable. Et puis il y a tous les mardis un cahier spécial qui s'appelle le cahier Planète, qui reprend les problématiques écologique. Vous savez que l'âme n'est pas à vendre, seuls les objets sont à vendre. Donc l'information, les journaux traversent aujourd'hui une crise importante, et que voilà, le journal comme La Croix, qui était indépendant de toute pression économique ou industrielle ou étrangère, voilà, vit du fait qu'il y en ait qui le lisent. Donc l'acte de lecture, je vous demande pas de vous abonner, je suis pas arrivé avec un carnet à souche, mais l'acte de lecture d'une presse indépendante et engagée comme La Croix est un soutien à notre travail. Donc si vous le faites, merci beaucoup. Jean-Baptiste de François, je vous laisse avec grand plaisir l'honneur de conclure la journée. C'est un exercice un peu difficile de conclure la journée, parce qu'il y a eu énormément de thèmes et des perspectives différentes qui ont été prises, même si le point d'ancrage commun, c'était cette bonne mesure et la publication de Mansuram Bonham. Alors j'ai essayé de prendre des notes au fil des débats, et je me suis dit que j'allais pas vous raconter ce que vous aviez entendu, d'abord parce que je le ferai probablement pas suffisamment bien, mais plutôt de vous partager des phrases qui m'ont frappé, ou des expressions qui je pense sont importantes à retenir. Évidemment, je le fais dans l'ordre de la journée. Alors, on a parlé de coalition d'acteurs. Moi, je suis très sensible à cette notion de coalition d'acteurs, parce qu'il y a comme ça qu'on va faire bouger les lignes dans ce domaine financier. Et plus particulièrement, évidemment, quand on regarde ce que j'ai appelé le capital chrétien. La responsabilité des entrepreneurs pour poser des actes forts au service du bien commun. On n'est pas simplement là pour consommer, on doit aussi pouvoir travailler au changement. Cette notion de travailler au changement est également un thème très important. Et je suis frappé de voir, et je pense encore une fois, je reste dans une perspective de l'univers chrétien, je pense que plus nous serons en minorité, plus nous travaillerons à ce changement. Et donc c'est une chance que notre Église, c'est une chance que le monde chrétien traverse un peu toutes les crises que l'on connaît et se sente de plus en plus en minorité dans la société. Je suis très frappé notamment du dynamisme des jeunes catholiques pratiquants et de leur engagement pour faire changer cette société. Même s'ils ne sont pas des entrepreneurs au sens patron d'entreprise, ce sont des entrepreneurs parce qu'ils nous font avancer dans l'évolution de la société. Alors je reprends cette phrase qui est de Credo Funding, du pape Jean-Paul II, mais qui a été citée par, je crois que le responsable est parti. Comment je regarde ce que l'investissement apporte avant ce qu'il rapporte. C'est une belle phrase et qui résume aussi beaucoup des propos qui ont été repris ce matin. Il y a cette notion aussi, je viens d'en parler un petit peu, besoin de faire émerger un nouveau système dans un environnement très adverse. Et je voudrais rebondir sur toute cette phrase, même sur la dernière table ronde, même si on sait bien qu'il y a un mouvement très fort de l'ESG, j'en ai parlé dans mes propos introductifs de ce matin, il y a quand même une dynamique très importante, ce sont des masses en termes de centaines de milliards et de trilliards d'euros de plus en plus importants. On est quand même dans un environnement très adverse à ces évolutions. On peut le voir de différentes façons, mais donc ce n'est pas une avenue qui est devant nous, c'est une dynamique qui doit être retravaillée tous les jours. Et je pense notamment, ma sœur, à ce que vous vivez dans l'exercice que vous menez. C'est bien ce dont je parle, c'est-à-dire cette difficulté à faire avancer une société qui est très ancrée. Alors Bertrand Badré tout à l'heure parlait de ce fameux article de Milton Friedman dans le New York Times en 1970. Je ne sais pas si c'est le point de départ, mais cette notion de shareholder value qui a complètement dominé le monde libéral. Et donc comment
alimenter cette évolution, et surtout, encore une fois, pour nous chrétiens, comment ne pas se faire prendre au piège de partir dans des directions qui ne sont en réalité pas en phase avec nos valeurs et avec les enseignements chrétiens. Parce qu'il faut faire attention à cet environnement ESG. Il ne répond pas obligatoirement tout le temps à nos valeurs, et donc, encore une fois, l'intendant fidèle doit prier, doit réfléchir, doit discerner pour être sûr de pas être embarqué dans une mauvaise direction. Et puis, on a parlé ce matin, c'était beau parce qu'en fait, on y revient toujours, et Monsieur Hadjadj, vous l'avez fait également, l'ouverture du cœur, la relation entre les personnes, cette notion de commerce, ces deux personnes qui se parlent, la finance, c'est donc tout ce que vous avez expliqué. Il faut pas l'oublier, et peut-être d'ailleurs que dans toutes ces notions de ESG, toutes ces notions de cœur, de personne, eh bien, en fait, c'est un peu absent parce qu'on est rentré dans un certain niveau de théorie. Quels sont les termes qui ont été utilisés tout à l'heure? Vous parliez de nomenclature qui, quelquefois, nous éloigne un peu de tous ces aspects-là. Alors, dans la deuxième table ronde, il y a plein de belles choses qui ont été dites, mais il y a un terme que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on doit devenir des clients à mission. On parle d'investisseurs à mission, mais on doit devenir des clients à mission. Et ça, vraiment, ça s'adresse à chacun d'entre vous qui avez une responsabilité d'investissement. Vous devez devenir des clients à mission. Vous devez réfléchir à ce qui vous est proposé. Et je ne peux que répéter, ça n'est pas parce qu'il y a un label IESG, un label ISR, un label je ne sais pas quoi, que ce produit correspondra exactement à ce que vous souhaitez. Donc ça ne vous épargne pas de mener les recherches et la réflexion nécessaire avant d'investir. Parce qu'en réalité, dans toutes ces problématiques, on n'est pas dans la science appliquée, mais dans le discernement, pour reprendre des propos qui ont été également tenus. Et j'ai bien aimé qu'on décrive Mansuram Bonam comme un document qui n'est pas technique, mais qui interpelle. L'Église, c'est ce qui est écrit dans le document, l'Église n'a pas de solution technique, mais une mission de vérité à accomplir en tout temps. Et donc là encore, pour parler de Mansuram Bonam, pour parler de ce discernement, c'est comme une rampe qui est là pour nous aider à monter les marches. Mais ça n'est certainement pas quelque chose qui nous dit de A à Z ce que nous devons faire. Et ça n'est certainement pas un algorithme d'investissement qui aurait vocation à stimuler la conscience humaine. Qu'est-ce que j'ai noté encore d'autre ? Oui, cette notion qui nous a été également partagée sur la mesure de la possession, c'est l'usage. Je trouve que c'est une très belle façon de résumer également aussi Mansuram Bonam. La mesure de la possession, c'est l'usage. Eh bien, c'est bien ce que Mansuram Bonam cherche à faire dans cette dynamique qu'on essaye de créer. Non pas que cette dynamique n'existait pas avant, mais l'ensemble des personnes qui intervenaient dans ce domaine n'avaient pas de point commun, ne se retrouvaient pas à un endroit précis. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de créer cette plateforme, c'est de créer ce lien pour que cette mesure de la possession soit partagée, que l'usage qui est fait de toutes ces théories soit partagé, parce que c'est plus on partagera, plus on le fera mieux. Et on sait bien que dans l'Église catholique, ayant rappelé tout à l'heure que les responsabilités financières dans l'Église sont totalement décentralisées au niveau local, et on sait bien que, compte tenu de cette décentralisation, beaucoup trop souvent, on vit de façon isolée. Beaucoup trop souvent, on a envie de faire soi-même, et on est convaincu que ce qu'on fait soi-même est bien mieux que ce que le voisin fait. Et pour avoir été un peu au premier plan d'un certain nombre de scandales financiers au Vatican, la première raison de ces scandales financiers, c'est toujours la même chose. C'est parce qu'il y a à un moment donné une personne qui a cru qu'elle était plus maligne que les autres et que toute seule, elle y arriverait, pour des raisons diverses et variées. Et à chaque fois, on retombe dans les mêmes travers. Et quand on mélange un peu de cette arrogance qui consiste à dire « mais en fait, en fonction de mon parcours, compte tenu de qui je suis, je vais y arriver tout seul », quand on mélange cette arrogance avec de l'incompétence, eh bien on arrive aux catastrophes auxquelles on assiste de temps en temps. Les critères sont un tremplin, les critères indiqués dans Mansuram Bonam sont un tremplin pour la créativité. Et autre citation, le retrait de Dieu, ce qui doit advenir
j'arrive plus à me relire. Ce qui doit advenir, à nous de le faire à nous de faire fructifier ce que Dieu nous a laissé par le discernement. On revient encore sur cette notion de discernement. Et là encore, je voudrais rebondir sur il faut que les visages ne disparaissent pas. Et cet aspect de humanité dans ces métiers de gestion est absolument indispensable. Et là encore, j'espère que c'est quelque chose auquel Mansour Bonham pourra contribuer. Je terminerai avec cette notion d'enrichissement intégral, qui est une belle notion, qui m'a frappé. Et je conclurai en disant que toutes ces problématiques nécessitent beaucoup d'humilité. Ils sont très complexes, on avance en tâtonnant, et donc il est extrêmement important, encore une fois, je le répète, de dialoguer, de partager, d'insister sur la formation et sur l'information, et c'est comme ça qu'on arrivera à terme à transformer le monde, parce qu'en réalité, c'est ce qui nous anime tous, utiliser ces marchés financiers, utiliser le capital chrétien, pour reprendre un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, pour transformer le monde. Voilà, merci beaucoup. Bien, c'est le moment des remerciements. Remerciements à M. de Françu. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait le voyage. Non seulement parce que votre présence nous a permis un petit peu de penser à organiser cette journée, mais parce que vous êtes aussi à l'origine de ce document qui en était le document de travail, l'instrumentum laboris, comme on a l'habitude de dire. Merci aux différents intervenants, que je ne reciterai pas en totalité, certains ont déjà dû partir, et merci à vous tous qui avez accepté de participer à cette journée. Comme je l'ai dit au début, c'est une première journée, donc idéalement le début d'un parcours qu'on voudrait continuer avec vous. C'est pour ça qu'on se permettra de vous adresser à chacun un petit mail dans les jours qui viennent, dans lequel vous n'aurez pas indiqué sur 1 à 10 votre satisfaction en disant seulement 9 ou 10 correspond à une bonne qualité, mais tout simplement on vous demandera qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que votre avis il faut approfondir ou qu'est-ce qu'il faut corriger. Parce qu'un parcours fait ensemble, c'est un parcours dans lequel chacun est protagoniste et peut marcher avec les autres. Je dois un remerciement particulier, vous me le permettrez, aussi à nos partenaires financiers qui nous ont soutenus, qui nous ont permis de pouvoir réaliser cette journée, donc à Delubac Asset Management, à la Société Générale et au Fonds du Bien Commun. Et qui sait, l'année prochaine, peut-être d'autres aussi qui nous permettront d'aller encore de l'avant. Merci à vous tous, vraiment. Notre journée officielle se termine là, mais vous